Je peux pas ne pas dire le mot sensoriel. Je Ah pense bah non, que c'est sûr je que pense qu'il est là, il est évident. Je veux dire le mot expérience aussi, puis œnologie. C'est l'heure de la Good Podcast. si nous laissions parler nos émotions et nos sens pour mieux déguster le vin. C'est ce que nous propose notre invitée ce soir. Elle s'appelle Louise Déa. Elle est dans la Good Podcast. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Louise. Bonsoir Vanille. Merci d'être là dans la Good Podcast. On va commencer par le début déjà pour toi. Tu as une formation d'œnologue. Tu viens de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à l'œnologie? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis française à la base. Je suis née du coup dans un petit village au centre de la France où mon papa m'a transmis, la passion de la vigne et du vin. Il était vigneron amateur et toujours avec ce côté un petit peu scientifique qui m'a transmis, inévitablement et du coup, ça m'a menée à la grande question de l'orientation et j'ai voulu vraiment, poursuivre, ce que lui savait en fait. Donc moi qui étais très curieuse, très scientifique justement, je me suis dit: «Bah, je vais me spécialiser dans le vin», c'est une filière qui m'attirait vraiment et notamment cette connaissance scientifique. Donc j'y ai pas coupé, il faut forcément commencer par, de la chimie et de la biologie. Ouais. Donc moi, j'ai passé une licence de chimie-biologie, du coup, donc 3 ans, voilà, à apprendre toutes les bases, qu'il faut savoir et puis enfin, après, j'ai pu me spécialiser, par, du coup, un master de sciences de la vigne et du vin. Donc techniquement, je suis pas œnologue, j'ai pas le diplôme national d'œnologue. Moi, c'est davantage, dans le master, en fait, on a davantage un côté plutôt ingénieur et notamment recherche et développement. Donc moi, mon master, il était un petit peu plus spécialisé, voilà, dans la recherche et le développement et puis j'ai eu la chance de pouvoir entrecouper ce master d'un petit job étudiant, au château La Louvière en Pessac-Léognan comme guide Ah, œnotourisme. Ouais, c'était un cadre magnifique et en fait, au-delà du coup du savoir très scientifique que j'avais au cours de mes études, en fait, j'ai appris à vulgariser le vin et en fait déguster d'une toute autre façon avec des gens qui sont juste, des visiteurs, des gens curieux, des touristes et des consommateurs, lambda donc ça ouais, me du coup, fait un bon exercice pour quitter un peu tout le côté technique. exactement et justement un exercice qui est pas souvent facile quand on travaille dans la recherche et le développement, qui est des fois très, très pointilleux avec un jargon qui, il faut le dire, est assez indigeste. Mais justement, alors comment on devient, quand on a une formation comme la tienne, comment on a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus, sensoriel, émotionnel? Comment tu t'en es venue à ça? Ouais, alors, moi, en fait, au cours de, du coup, mon master, on nous apprend quelque chose, une matière, scientifique qui s'appelle l'analyse sensorielle. Donc, pour expliquer ça brièvement, on fait plein d'analyses, dans la vie de tous les jours. Par exemple, une analyse de sang, voilà, on va utiliser des capteurs pour détecter tel taux, de telle molécule dans le sang. L'analyse sensorielle, c'est pareil. Cette fois-ci, on cherche à détecter, par exemple, une molécule fruitée ou le fruité d'un vin. Du coup, pour ça, on va entraîner plusieurs personnes, qu'on appelle des panélistes, à déguster le vin. Alors, c'est dans des conditions normées, une question de lumière, une question de pression. Les salles aussi sont très normées. Et c'est une matière, en fait, qui se veut détecter grâce au sens, donc grâce au nez et à la bouche des dégustateurs, des panélistes, détecter certains attraits du vin, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aucune machine n'était aussi puissante que celle qu'on avait au milieu du visage. C'est Donc, fou. c'est incroyable aujourd'hui de savoir que même la plus grande analyse fine, en fait, ne donnera jamais un ressenti aussi vrai, en fait, aussi réel que, la bouche et le nez qui sont finalement les outils de dégustation qu'après les consommateurs vont utiliser. Mais juste, je te coupe, le ressenti, il est différent selon chaque personne, même si on a, voilà, des formations. Donc qu'est-ce que ça donne justement avec un panel, de gens, d'experts, différents? Ça donne le même résultat? Alors justement, le but, en fait, on va pas rejeter cette diversité. On accepte le fait que justement, par exemple, toi et moi, peut-être que génétiquement même, on a des prédispositions. Certaines personnes vont peut-être mieux sentir une molécule à une autre. On peut avoir aussi des insensibilités. Ça, c'est totalement normal. On ne va pas rejeter cette diversité parce qu'au fond, c'est une richesse. Mais en fait, les personnes vont subir le même entraînement. Donc moi, par exemple, on m'a entraîné justement au fruité des vins rouges. Donc j'ai fait le même entraînement que mes collègues à ce moment-là de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et en fait, du coup, on va réussir à créer un vocabulaire commun, comme un corpus de mots, une langue en fait, où on va tous, réussir à communiquer le même message. Et au final, avec l'analyse sensorielle, vu qu'on va interroger finalement
on est sur un nombre entre 20 personnes, voilà, une vingtaine de personnes pour une bonne analyse, c'est bien. Puis après, on considère que la somme de toutes nos subjectivités, donc de tout ce que les personnes pensent individuellement, bah, c'est plus ou moins égal à l'objectivité. Et puis après, on fait des traitements statistiques pour s'assurer que du coup, on est bien en train de prouver quelque chose. Justement, on cherche à prouver quoi dans ces moments-là quand on fait ça? Ouais. À quoi? Alors par exemple, moi j'ai participé du coup en tant que panéliste à plusieurs études. Ça peut être par exemple, bah, voilà, est-ce que tel vin de telle appellation, de tel terroir présente plus de notes fruitées qu'un autre vin d'une autre appellation d'un autre terroir? Ça permet aussi par exemple dans le cas des fraudes, ça c'est très intéressant. Il y a des fraudes où voilà des gens, disent qu'ils font du vin de Bordeaux alors que ce n'est pas un vin de Bordeaux et c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'avec l'analyse sensorielle, on est capable de prouver l'identité des vins, bah, de Bordeaux ou d'ailleurs, de se dire qu'en fait certains vins ne sont pas de Bordeaux parce que notre panel n'a pas reconnu la qualité. Donc ça fait foi, par exemple, devant la justice. Ça peut, ça peut. Ça fait partie des arguments. Après, il y a plein d'autres études qui se font aussi plus en recherche, fondamentale, donc voilà. C'est passionnant. Et alors pour revenir à ce que tu as créé, ça s'appelle DA Roma, DA par rapport à ton nom, hein, d'après ton nom, Roma pour aroma, c'est ça? Raconte-nous ce que c'est exactement. Alors Des Aromas, c'est un projet, alors c'est un petit bébé encore, je l'ai créé, du coup, janvier dernier 2025. C'est un projet en fait, qui me tenait à cœur justement pour connecter l'analyse sensorielle, donc ce côté vraiment très expert sur la dégustation, avec une dégustation qui est plutôt hédonique. Hédonique, c'est la dégustation de plaisir, c'est la dégustation que toi et moi on peut avoir, dans un bar, au cours d'un bon repas, où vraiment on va pas tellement se focaliser sur nos sens et en fait, justement, chacun ont leurs avantages. La dégustation hédonique, on a un côté où on est confortable, où on est bien, bon voilà, là, il y a le feu autour, voilà. On a ce côté-là où on est à l'aise, on se Plaisir. sent à l'aise, très plaisir. Et l'analyse sensorielle, on a un côté où on comprend nos sens et en fait, où on est un peu plus concentré sur ce qu'on ressent. Et en fait, je me disais que l'interface des 2, donc finalement, la dégustation sensorielle, elle avait un intérêt notamment avec une population aujourd'hui de consommateurs qui change et du coup, les gens ont envie de comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Donc j'avais vraiment envie de vulgariser cette partie-là de l'œnologie pour qu'en fait, chacun puisse comprendre que, bah, en fait, un nez, on en a tous et on est tous capables de ressentir quelque chose. Il suffit juste de s'entraîner et de se libérer justement. D'y faire un peu plus attention. Exactement, d'y faire un petit peu plus attention. C'est quoi la différence par rapport à une dégustation classique qu'on va faire avec un sommelier? Alors moi, ce que j'aime bien dire, au niveau de la différence sur cette dégustation-là, en fait, c'est que moi, j'aime bien, par exemple, aller chez les gens. Donc, voilà, c'est des ateliers que je fais à domicile. Donc les gens sont confortables, ils sont dans une zone qu'ils connaissent et tout de suite, dès le début, je vais commencer, voilà, à les «détendre» entre guillemets en parlant des différentes façons de déguster. Donc moi, l'approche qu'on m'a apprise, donc comment est-ce qu'on appréhende le vin. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'un sommelier peut apprendre. Donc voilà, d'abord la robe, ensuite le nez et puis vient la gustation et moi à ça, je vais ajouter des petits éléments du coup d'analyse sensorielle, comme par exemple des fioles avec des arômes, tu auras le temps de le constater peut-être après, qui vont en fait aider le nez à s'aiguiller. Donc moi, je choisis des vins qui sont volontairement très opposés, qui ont beaucoup de différences et grâce à ces petites fioles d'arômes, on va réussir à comprendre cette différence. Ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Ouais, c'est super intéressant. Donc en fait, toi, tu te déplaces avec, tout un kit qu'on peut voir. Tu te déplaces chez les à domicile et tu proposes en fait une expérience autour du vin pour développer ses sens Exactement, et faire appel aux émotions. exactement. Ça dure combien de temps? En général, je dis que ça peut durer entre 1 heure et demie. Ça m'arrive de dépasser parce que je suis pas, en général, les gens deviennent très curieux, en fait. C'est dingue comme une fois qu'on comprend ce qu'on ressent, on a plein de questions qui nous viennent. Donc oui, de 1 heure à 1 heure et demie en général. J'aime beaucoup faire ça avant un repas parce que souvent les sens, justement, avant un repas, quand on a un peu faim, ils sont totalement en éveil, donc c'est parfait. Et est-ce que ça a dû t'arriver? On entend souvent, voilà, quelqu'un qui va, goûter son verre de vin, qui va dire: «Je sais pas, moi je sens rien, je saurais pas dire». Tu dois connaître ça? Ça m'arrive tous les jours, j'ai l'impression Ouais. maintenant. Comment Ouais, tu ouais. fais pour, changer ce blocage qu'on peut avoir? Alors, en général, je leur demande de sentir quelque chose qu'ils connaissent. Donc, c'est là où c'est génial, les petites fioles d'arômes, parce qu'en général, je vais leur faire sentir un arôme. Et il faut savoir que notre mémoire de l'olfaction, notre mémoire des arômes, on a comme une sorte de bibliothèque dans la tête où on se souvient que, par exemple, la fraise, ça nous rappelle les fraises des bois du jardin de notre grand-mère. Et ça, c'est super intéressant. Et le vin, en fait, en lui-même, le vin, il est très complexe, il est très riche. Donc, je ne suis pas étonnée que quelqu'un me dise, je sens rien, parce que c'est comme si on sentait une bouteille de parfum qui est
très, très complexes et qu'on avait du mal à distinguer les notes. Donc pour ça, moi, ce que je conseille, c'est de se reconcentrer sur soi. Souvent aussi de sentir, alors pour les filles, quand on a les cheveux longs, les cheveux ou peut-être même le coude, déjà son odeur corporelle, ça permet de réinitialiser le nez parce qu'il y a rien de mieux, il y a rien qu'on ne connaît de mieux que son odeur à soi. Et puis ensuite, justement, ça va être de sentir des arômes, essayer de se rappeler des choses et puis après ressentir le vin. En général, le cerveau va essayer de rechercher ce qu'il a senti de très simple dans quelque chose de plus complexe. En général, ça débloque des choses. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu remarques que les femmes, par exemple, sont peut-être plus sensibles que les hommes ou pas forcément? Je sais pas si j'ai fait assez d'ateliers pour, voir une différence homme-femme. Moi, ce que j'adore, c'est avec les enfants. Alors, bien évidemment, les enfants ne goûtent pas le vin, mais par contre, en fait, il faut savoir qu'on développe énormément de connexions au niveau de notre cerveau, de nos 0 à nos 15 ans, au niveau olfactif et puis après, ça devient de plus en plus compliqué et en fait, c'est dingue comme les enfants qui ont l'habitude de justement goûter des produits qui sont très simples. Un yaourt, c'est un yaourt à la pêche ou c'est un yaourt à la fraise. Donc, on a l'habitude vraiment de catégoriser. Quand on leur fait sentir le vin, ils ont une capacité à reconnaître les arômes qui est des fois assez déconcertante et moi justement pour voilà, tes mamans ou pour voilà les familles, moi je conseille justement de garder cette culture olfactive, d'essayer de la préserver parce que, ensuite ça va définir beaucoup de choses sur les préférences alimentaires, à l'âge adulte en fait, sur la curiosité alimentaire, à l'âge adulte de l'enfant. Ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment la Good Podcast m'a apporté ce point de vue-là et du coup, cette attention-là par rapport à mes enfants, avec notamment, le plus grand qui, est très petit, qui a 3 ans et je suis épatée de sa capacité olfactive à reconnaître une odeur, Mmh. à mettre le bon mot sur une odeur, et pareil, c'est vrai que je le fais sentir souvent le vin et cetera et puis il va dire: «Ah, c'est de la pêche» ou il va Mmh. sortir: «Oh, Mmh. ça sent la fleur» et Exactement, je ouais. trouve ça génial qu'un enfant il ne goûte pas, bien Voilà, évidemment. nous avons compris D'accord. ça. Mais il a déjà cette sensibilité, donc surtout que je vais être fichée parce qu'il arrête pas de dire que maman boit beaucoup de vin. Parce qu'il ne comprend pas que maman travaille Dans le vin, il y a dans une le vin, pas différence pareil. pourtant. Bon, j'en bois aussi, et non et je trouve que c'est fascinant, de voir justement qu'un aussi petit être, humain, soit capable d'avoir une sensibilité aussi, importante aux odeurs. Qu'on perd en fait. Moi, c'est surtout ça que je trouve dommage, c'est en fait, beaucoup de personnes qui se disent justement ne rien sentir, c'est peut-être que c'est un sens qu'elles ont juste perdu. Mais moi aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que le nez, c'est comme un muscle. Ça se Donc rééduque. forcément exactement, OK. ça se rééduque et notamment, bon, bah, la période covid nous a bien appris ça. On a souvent négligé le nez, l'olfaction, le goût, on a sous-estimé l'importance alors que c'est des sens qui sont quand même assez primaires. Et en fait, quand certaines personnes l'ont perdu, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des pertes d'appétit. Voilà, plus Il y a rien plus de n'avait de plaisir. goût, il y avait plus de plaisir aussi et en fait, un nez, ça se réentraîne et il y a rien d'absolu, en fait. Donc comme un muscle et ben, voilà, va falloir faire attention, peut-être, bah, voilà, quand on marche dans la forêt à sentir, voilà, l'odeur du pin. Quand on dit bonjour à quelqu'un, peut-être essayer de reconnaître le parfum, enfin, voilà, les notes qu'on peut sentir. En fait, on est plein entouré de stimuli sensoriels et on a tendance à beaucoup plus interpréter ce qu'on voit ou ce qu'on entend par rapport au nez et à la bouche, alors qu'en réalité des stimuli sensoriels olfactifs et gustatifs, on en rencontre beaucoup quand même. Et justement, tu as parlé de Covid, il y a beaucoup de gens, et bizarrement, c'est vrai que je fais très genré ce soir, mais j'ai entendu plus de femmes me dire ça, qu'elles n'avaient plus du coup de sensibilité au goût, qu'elles elles ne sentaient plus les odeurs et cetera. Toi, par, ton atelier que tu proposes, tu arrives à restimuler, justement, est-ce que ça peut être un exercice intéressant pour des gens qui ont l'impression de ne plus avoir d'odorat et de plaisir? Alors malheureusement, je suis pas magicienne, Ouais. donc en un atelier d'une heure, je vais pas réussir à tout changer. Mais en général, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on ne sent plus et déjà, ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce qu'on arrive quand même à sentir et c'est ça, parce que quand on perd quelque chose, forcément, on essaye de le retrouver. Mais déjà, voilà, essayer de se concentrer déjà sur ce qu'on arrive à sentir et puis ensuite, c'est des entraînements de tous les jours. Donc typiquement, bah, moi, justement, à l'institut, où je travaillais, et où du coup, j'ai été étudiante, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Il y a beaucoup de vignerons qui ont perdu l'odorat. Donc ça, c'est vraiment, un problème dans la filière. Ça a été un très, très gros problème À parce que cause de Covid ou à à cause cause du ah OK, covid OK, d'accord. et donc c'est vraiment quelque chose de très important et en fait, ils avaient fait un kit en partenariat du coup avec des médecins, avec de ce qu'on appelle de la neuroœnologie, donc à la croisée de la neurologie et de l'œnologie. Un kit en fait pour s'aider à se rééduquer le nez, à retrouver ses sens. Donc moi je dirais qu'encore une fois, c'est un entraînement. Donc moi par mes ateliers, je vais essayer de vous faire finalement vous rendre compte de l'état actuel des choses et comment essayer de réparer ça. C'est super intéressant et tu le fais entre guillemets «que».
mais qu'avec du vin ou tu le fais avec d'autres boissons, d'autres choses? C'est très drôle comme question parce que moi, actuellement, je le fais qu'avec le vin, mais j'ai une expertise aussi dans le café depuis maintenant, oui, 1 an et demi, un peu plus d'1 an et en fait, c'est dingue les la ressemblance qu'il y a entre le monde du café et le monde du vin. On parle de cépages, enfin, on va parler de variétés aussi. Les variétés, c'est les cépages, dans le vin, donc c'est très important. Il y a aussi ce côté millésime, ce côté des années qui peuvent être plus ou moins qualitatives. Dans le processus, il y a une fermentation dans le vin, il y a aussi une fermentation sur certains types de café. Donc en fait, même les molécules, même le champ lexical est quasiment le même et je trouve que les 2 terrains ont énormément à apprendre. Donc pourquoi pas? Alors moi, mon expertise café, elle est bien moins étendue que mon expertise vin, mais je serais très intéressée, bah, voilà, s'il y a un professionnel même qui veut m'aider à monter ça, de faire ça aussi sur du café, pourquoi pas? Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que quand tu parles d'une expertise sur le café et cetera, ça me fait penser, j'ai rencontré des sommeliers, à leur formation. Qu'est-ce qui est différent, pour quelqu'un qui nous écoute, entre le sommelier et l'œnologue? C'est quoi la différence? C'est une question qu'on m'a souvent, souvent posée. Alors moi, du coup, je suis ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que quand on parle des métiers du vin, moi, on me le dit d'ailleurs souvent, donc les enfants disent: «Mon métier, c'est boire du vin», moi Voilà. aussi, mais c'est vrai que, bah, les adultes, c'est: «Tu es sommelière?» alors non, «Ah, du coup, tu es œnologue?» et non plus. En fait, moi, la différence, je vais le voir d'un point de vue, vente et pourquoi pas aussi, ce côté restauration du sommelier. Donc le sommelier, c'est quelqu'un qui vraiment va avoir contact avec la clientèle directement. C'est quelqu'un qui va promouvoir le vin. Alors, la personne que tu as interviewée, va sûrement mieux s'y connaître que moi à ce sujet. L'œnologue, on est vraiment sur un travail où en fait, œnologie, lexicalement, on dirait plutôt énologie normalement, si on suit le grec donc mais l'œnologie, c'est la science du vin. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus scientifique où l'œnologue, du coup, c'est un scientifique du vin et moi, j'aime beaucoup dire aussi que c'est un peu le médecin du vin. Donc c'est celui qui va intervenir quand on peut avoir un défaut qui est en train de se créer dans le vin, une sorte de maladie qui va venir un peu le guérir, mais surtout s'assurer que tout se passe bien, s'assurer, que voilà, bah, le vin se développe bien, que la vinification se développe bien. Donc avec l'œnologue, on a beaucoup plus un côté scientifique et un côté plus proche du vigneron, tandis que le sommelier, plutôt un côté proche, je dirais, du consommateur. C'est mon avis du moins. Et toi, avec la formation que tu as eue, maintenant tu as aussi un autre travail à côté de Aroma, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors actuellement, du coup, moi, je suis panel leader. Du coup, dans le secteur du café, je travaille pour une maison qui fait des arômes et des parfums, donc notamment des arômes pour les cafés aussi, c'est très à la mode en ce moment et dans la recherche et le développement et en fait, je suis en tant que panel leader, mes missions justement, c'est d'entraîner les gens à déguster. Alors dans mon cas, ça va être des cafés, donc moi, j'ai à ma charge du coup, 15 panélistes qui viennent 3 fois par semaine déguster des produits et du coup, de temps en temps, on les entraîne quand on change de thématique, par exemple, si on change, voilà, de domaine d'études. Mais globalement, voilà, j'entraîne les gens à déguster et puis après, je leur fais faire des tests et puis j'interprète et j'analyse ces tests. Tu vas me trouver insupportable, mais je te ramène à tout plein de d'autres métiers. Ça me fait penser au métier de nez. Oui, Est-ce que c'est exactement. ça? Alors du coup, c'est pas exactement nez. Pour moi, le nez, du coup, ça a beaucoup plus de sens dans le ca la catégorie parfumerie. Moi, du coup, je suis dans la catégorie arômes, mais les arômes et parfums sont très, très liés. L'entreprise dans laquelle je travaille, il y a aussi une entité parfum. Moi, je suis plutôt dans l'entité arôme. Dans la catégorie nez, le nez, en fait, c'est ce qu'on appelle un évaluateur. Donc c'est la personne, en fait, qui va sentir, les molécules et qui va savoir créer un concept, créer un mélange. Finalement, c'est un peu je vais peut-être pas le rapprocher de l'œnologue, mais ça s'apparente un peu à l'œnologue quand il fait un assemblage. Donc il va vraiment trouver les bons accords qui vont ensemble pour créer un produit. Pour moi, c'est plutôt ça en ce sens, le sens donné. Tandis que du coup, bah, panel leader ou même panéliste, du coup, là, on est vraiment dans la catégorie analyse sensorielle. Donc c'est plutôt quand le produit est fini qu'on a des fois la triste nouvelle de dire: «Bah, le panel n'a pas vu la différence, donc le produit est pas bon» ou au contraire, le panel a vu une différence, donc il y a peut-être une erreur de production et il y a un côté un peu qualitatif auss de qualité aussi avec le panel, de prouver un peu et de dire le moment où: «Ah bah, non, là, du coup, on doit refaire les tests parce que ça va pas». C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'il existe plein de différents métiers qui sont plus ou moins proches les uns des autres et qui se complètent finalement. Oui, moi, du coup, j'ai eu la chance de faire plein de passerelles. Je suis quelqu'un qui est très curieuse, de nature, donc j'ai souvent tendance à dire que j'ai plein de casquettes différentes et c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai besoin de ce changement-là aussi, et mes ateliers, c'est une fois de plus, l'occasion de montrer aussi, voilà, de partager ma culture et de la manière dont toutes les personnes que j'ai connues me l'ont transmise.
Donc ça veut dire que pendant les ateliers, tu utilises quand même des termes un peu techniques, un peu compliqués ou ouais? J'aime bien, mais c'est toujours, on va dire que c'est toujours en réponse à quelque chose qui vient des consommateurs. Donc si les personnes vont me demander un petit peu plus de détails, je suis en mesure de donner un petit peu plus de détails. Si on me demande le nom de la molécule, pas toutes, mais il y a certaines que du coup je saurais citer. Mais je m'adapte vraiment en fonction de ce que les gens veulent, et encore une fois, c'est vraiment, plus, plus les gens ressentent de choses, plus ils sont curieux et plus ils sont demandeurs. Donc en fait, finalement, plus les gens me demandent de détails, plus je me dis: «Ah, j'ai réussi ma mission, ils ressentent bien». Justement, on n'a même pas trinqué, on va quand même trinquer parce qu'on se fait un petit verre de vin qui va chauffer très vite Très, avec, très vite. le feu de cheminée, mais on a C'est attaqué directement la conversation. Pour revenir sur les ateliers, donc DA Roma, on mettra le lien. Tu as un site, Alors j'ai pas encore de site internet, pour l'instant, je fonctionne beaucoup avec Instagram. ouais, et il est très sympa d'ailleurs ton compte Ah, c'est Instagram. très gentil, merci. C'est très girly, il y a des moments, c'est vrai, ouais, et tu as fait le type de fille par rapport au type de vin, enfin, il est vraiment super sympa ton compte Insta, Ah, il est c'est très gentil. très bien fait. Ah, je te remercie vraiment. C'est vrai qu'en fait, j'ai aussi une volonté à attirer les personnes de ma génération. Moi, je suis quelqu'un de la génération Z. Et je suis triste de voir que la culture du vin, c'est quelque chose qui peut se perdre dans notre génération, et surtout, je trouve ça dommage que certaines personnes l'aient déjà abandonné, parce qu'en fait, je comprends que c'est une culture que tout le monde n'a pas eue. Bah, voilà, moi, mon papa m'a Oui, fait grandir on dedans, est dedans. donc voilà, les pieds dans le pressoir comme on dit, mais du coup, en fait, j'ai vraiment volonté de faire comprendre aux personnes de ma génération qu'en fait, le vin, c'est pas inaccessible, c'est pas un domaine élitiste, et ça peut être très trendy, et ça peut être super bien mis en avant, en fait, faut pas voir ça. En fait, j'essaye aussi un peu de lutter contre l'image que je trouve un petit peu archaïque des fois du vin, où c'est tout de suite, des images, enfin, je vois des logos très visuels avec des bouchons de liège, des feuilles Ouais, de vigne, quelque chose qui ouais, des fois peut exactement. être Un peu un peu pompeux. lourde, Mmh. et puis surtout qui est vu et revu, très traditionnel. Là, on peut faire quelque chose de très branché où justement, bah, tu vois, connecter justement le type de fille à un type de vin. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, parce que c'est vrai que je me suis dit: «Ah, c'est vrai que quand je bois un sauvignon blanc, comment je me sens finalement? Ah bah, je me sens direct en été. Je me sens, je viens de me doucher après une journée plage, et j'ai envie de me faire plaisir, de ressentir quelque chose de très péchu, de très punchy», Mmh. et du coup, moi, je me suis vraiment amusée à faire ce genre de post, donc très girly, ouais, pour, essayer du coup d'attirer une population qui est assez nouvelle à comprendre le vin. Et toi qui es justement de la génération Z, les amis que tu as, bon forcément, je te parle pas des amis que tu t'es fait à Bordeaux en faisant des études de Bien sûr, biologie, ça ne compte pas. voilà, mais les copains d'école, d'avant, est-ce que, tu vois qu'ils ont un désintérêt total, du vin ou je veux pas inciter à boire, mais où tu vois que quand même, tous en grandissant ont le plaisir d'un verre de vin? Le plaisir d'un verre de vin, c'est quelque chose de compliqué. Compliqué, mais pas impossible, et je pense que ça vient surtout d'une peur et d'un manque, de connaissances. En fait, on a souvent tendance, quand on nous propose une carte au restaurant, bah, d'aller vers ce qu'on connaît. Et que, bah, quand on connaît pas le vin, bah, du coup, on va pas prendre le risque, parce que déjà, des fois, la carte est très, très longue. Il y a pas vraiment d'explication sur la carte en elle-même. Les gens n'osent pas forcément demander quelque chose, au sommelier ou justement à la personne qui fait le service à ce moment-là, et du coup, on peut être mal conseillé et puis plus rien sentir. Mais moi, justement, mes amies, à qui d'ailleurs je fais un petit coucou, elles ont dès le début, justement, elles savent que moi j'aime le vin, et du coup, on sait que c'est une culture que j'ai aussi partagée avec elles, dans le sens où, bah, un jour, bah, au restaurant, je leur ai dit: «Ah, je commande une bouteille de vin. Vous essayerez, vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire». Donc au début, on va commencer sur des choses peut-être un peu sucrées, des choses un petit peu attrayantes directement, et puis du coup, bah, je vais leur donner des conseils. Je vais leur dire: «Bon, là, vous êtes sûr que vous sentez pas un peu l'ananas ou la pêche?» Et puis là, dès qu'il y en a, il fait: «Oh, mais si, c'est l'ananas. Mais si, c'est», elle dit: «Je l'aurais pas trouvé si tu me l'avais pas dit». Et j'étais en mode: «Mais c'est comme ça que petit à petit, on va réussir à ancrer quelque chose». Et il y a pas longtemps, j'ai fêté mes 25 ans du coup bah, du coup, mes amies d'enfance, et elles ont toutes ramené une bouteille de vin, et elles m'ont toutes dit: «Ah, faut que tu goûtes celui-là, et puis regarde, moi j'ai senti ça, est-ce que tu es d'accord?» C'est Et génial. j'ai trouvé ça exceptionnel. J'étais très contente. Donc parce que avant quoi? Spontanément quand, vous alliez dans des bars, je fais ma petite étude sociologique en même temps, Oui, mais quand vous alliez dans des bars et cetera, tes amis, ils commandaient quoi? Plutôt des cocktails, des mocktails, des beaucoup de cocktails, heu, pas mal de bière aussi, mais parce que la bière justement, c'est un domaine qui a réussi à faire ce que le vin, c'est jeune. j'espère exactement, arrivera à faire, ce que le café arrive à faire aussi, attirer une population nouvelle, parce que
On on ose faire du cocktail, on ose aujourd'hui, il y a encore certains vignerons ou certaines personnes de la filière qui faire un cocktail avec du vin. C'est un Ah mais scandale. mon Dieu, quel scandale! Alors qu'en réalité, il y a plein de façons de plaire et je pense qu'il faut aussi s'adapter un petit peu. Alors, il faut garder son identité propre. Moi, je suis pas pour, justement que tout change d'un coup, mais un cocktail avec du vin, c'est pas tant une aberration. Moi, j'ai goûté des mojitos avec du vin blanc. Ça fonctionne très bien et ça peut être un pas qui va mener à la dégustation de vin au final ou au fait que, bah, c'est peut-être pas une filière qui est si archaïque et au fait que je vais peut-être me sentir reconnue dans cette filière aussi et c'est ça qui manque, je trouve, à l'heure actuelle, que les gens, en fait, sentent qu'ils vont prendre part à ce monde-là. Ah, c'est super intéressant. Pour revenir donc à ton atelier, des aromas, combien c'est, un atelier avec toi? Ça coûte combien? Alors du coup, je fais des tarifs préférentiels en fonction du nombre de personnes, voilà, on s'adapte. Mais du coup, on est, à 55 francs par tête, du coup, au-dessus de 8 personnes. Et puis sinon, en dessous, on va être à 45. C'est une question aussi pour, non, au-dessus, pardon, on est à 45 et en dessous, on est à Ah oui, d'accord, 55, c'est ce qui me voilà. semble le plus logique. OK. Plus logique, voilà, Ouais. c'est juste, au niveau du nombre de vins aussi pour rentabiliser un petit peu, mais et puis c'est aussi un peu pour stimuler les gens à, voilà, faire des gros groupes parce que l'échange, en fait, les personnes qui vont faire vivre l'atelier, c'est les personnes qui sont dans l'atelier justement. Donc voilà, plus on a des moi j'aime bien avoir des groupes, voilà, entre 6 à 8 personnes, ça commence à être sympa. Ouais. Dans cet atelier, les gens peuvent boire le vin que tu fais déguster. Donc il y a à la fois des fioles, on va voir un petit peu de toute façon, Bien sûr, bien à la sûr. fois des fioles, mais en plus, une dégustation aussi de vin. Exactement. Alors dans mes ateliers, je présente 3 vins. Ce que je propose, c'est que le premier, du coup, on le déguste tous ensemble. Ça permet qu'on commence tous sur la même base. Moi, ça me permet de donner, ma vision de la dégustation, donc qu'on «apprenne» entre guillemets, à déguster tous ensemble. Ensuite, on peut sentir les fioles pour essayer, bah, voilà, de commencer à s'approprier le vocabulaire et puis après, je propose de déguster 2 vins à l'aveugle en comparatif, du coup. Ce qu'on dit en analyse sensorielle, c'est le comparatif et donc les vins sont dégustés à l'aveugle, donc ils ont une chaussette dessus et le but justement, ça va être de les décrire. Mmh, ça, c'est super. Tu sais que j'ai fait une fois un exercice à l'aveugle comme ça. De mémoire, j'ai cru qu'un rouge était un blanc. J'étais épatée de m'être trompée là-dessus. C'est incroyable comme le et c'est pour ça finalement que moi j'aime ce principe des dégustations à l'aveugle. C'est parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'interpréter ce qu'on voit. Il y a un exercice, enfin d'ailleurs c'était le cas d'un projet d'étude mené par, Denis Dubourdieu, à l'université de Bordeaux, où justement à des œnologues ou des étudiants en œnologie, je me souviens plus exactement, il leur a fait goûter un vin blanc. Ensuite, ils leur font goûter un vin rouge. Donc, la description habituelle, la méthode habituelle, c'est de décrire, de dire: «Bon, bah, voilà, le vin blanc, j'ai ressenti par exemple des arômes de pêche, de citron, un côté un petit peu très frais. Puis le vin rouge, ah j'ai senti un côté beaucoup plus, Tannique. boisé, tannique et puis à la fin de l'étude, on leur révèle qu'en fait, le vin rouge n'était que le vin blanc avec un colorant alimentaire. Ah, Donc c'est c'était les mêmes magnifique! vins. C'est incroyable, C'est la exceptionnel et c'est puissance. très important de se rendre compte que qu'en fait, même dans la filière, c'était des acteurs, c'était des œnologues ou étudiants, c'était des gens qui avaient l'habitude de déguster. C'est toujours important d'avoir conscience que peu importe notre niveau, on est biaisé par notre cerveau, en fait et que en fait, l'information visuelle, moi, je vois ce vin-là, j'ai déjà une petite information sur le vin que je vais boire. Et c'est bien pour vraiment laisser parler ses sens, des fois, pourquoi pas déguster en verre noir ou moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien pour l'instant que je propose pas, mais que j'aimerais bien proposer pendant mes ateliers. Voilà, d'essayer, bah, justement de plus avoir cet effet visuel, de se concentrer uniquement sur le nez et la bouche. C'est un exercice qui est assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Quand tu dis que, notre cerveau est biaisé, c'est très vrai. Par exemple, un cliché, j'aimais pas le rosé avant et puis maintenant, j'apprécie le rosé de temps en temps, mais j'apprécie le rosé très clair. Quand je vois une bouteille de rosé foncé, je pars automatiquement du principe qu'il ne sera Pas bon. pas bon. C'est exceptionnel. C'est marrant, hein? Ouais, ouais et notamment pour le rosé, c'est très important ce que tu dis parce que le choix de la couleur d'un rosé, c'est quelque chose de très, très important au moment de la mise en bouteille. Parce que vraiment, on sait qu'au niveau visuel, en fait, le rosé, heu, en fait, il y en a plein dans le rayon. Et le moment vraiment l'indicateur de choix pour la personne, la seule notion qu'il a à ce moment-là, c'est le visuel. Donc effectivement, bah, il y a des gens, par exemple, qui vont se dire qu'ils préfèrent les rosés qu'on dit de saignée. Donc là, Mmh. justement, avec plus de couleurs, plus foncé, parce que des fois, bah, certaines personnes, je dirais, il va être plus fort, il va être mieux pour les brochettes, il va être mieux pour la grillade, et cetera. Et on a tendance à dire, du coup, que les rosés, du coup, un petit peu plus légers, bah, voilà, on est sur de la couleur un petit peu plus claire. Mais effectivement, le rosé, l'élément principal d'un rosé, de toute façon, c'est la couleur. Même pour l'appréciation, même moi, je serais biaisée par ça aussi. C'est fou.
La Good Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Découvrez la suite de mon entretien avec Louise Déa mercredi prochain sur La Good Podcast. À la semaine prochaine.